te dérange si je te filme? Non, non, pas du tout. Après, je te file des images, comme ça tu aurais des images différentes pour faire ton montage. Ouais. Après, j'essaie d'éviter d'avoir des villas et des voitures derrière moi. Bon, c'est pas grave. En général, t'essayes d'éviter. Ouais, j'essaie d'éviter. Justement, j'essaie d'éviter d'avoir des pylônes électriques. Enfin, tout ce qui a un lien, tout ce qui est... Avec l'humain? Ouais, tout ce qui est construit, j'essaie d'éviter. Justement, bah ça, c'est un truc... Tu vois, on peut pas dire que c'est pas artistique parce que c'est vraiment choisi. J'essaye... En tout cas, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup le romantisme. Et du coup, j'aime beaucoup l'image de l'humain seul et petit dans la nature qui l'écrase. Alors, c'est du romantisme très, très fataliste, mais ça ressemble beaucoup au romantisme allemand. Justement, c'est avec un humain petit avec une nature gigantesque, ce que ça transmet comme message par l'esthétique. C'est un message philosophique qui est très profond de l'humain qui est petit face à son environnement, face à son monde, et qui finalement a peu d'importance. Et ça va jusqu'à presque des sujets philosophiques que j'aime beaucoup, à montrer que quelque part la liberté de l'humain, elle n'a pas de sens. Tu vois, t'es conditionné par ton monde et ton environnement. Et j'aime beaucoup du coup cette imagerie romantique. Alors souvent je le fais un peu naturellement, en tout cas éviter d'avoir des constructions humaines derrière moi, je le fais naturellement. Mais souvent aussi je fais pas naturellement mais consciemment je choisis de faire des plans si possible larges avec moi au milieu. Alors ça c'est compliqué quand tu es tout seul parce que faire un plan large avec toi au milieu quand tu es tout seul, ça veut aussi dire que tu dois quelque part tromper les gens en posant la caméra, en allant marcher comme un crétin où tu veux être filmé. Après tu marches, tu fais semblant de marcher là où tu marches. Après tu reviens, t'éteins la caméra. Et ça j'aime pas non plus, c'est un peu de la tromperie, tu vois. Mais je sais pas si c'est de la tromperie, je pense que les gens ils s'en rendent compte. Oui, ils savent, mais tu vois, quelque part tu commences à faire de la mise en scène. Et quand justement tu essaies de faire une posture, je vais montrer ce qui se passe vraiment. Et je vais faire en sorte que ce qui se passe vraiment, c'est vraiment une aventure fantastique. C'est-à-dire que je veux filmer des aventures fantastiques, mais je veux pas les faire pour de faux. Et bah t'essayes, tu vois, d'avoir cette espèce de pureté créatrice, de dire non, je vais rien falsifier, tu vois. Et au final, en fait, quelque part tu falsifies tout, vu que falsifier, on dit c'est faux parce que c'est l'humain qui l'a préparé. Vu que je suis un humain et que je prépare les choses, du coup c'est quand même un peu falsifié. Enfin bref. Ouais, bon après tu fais du montage, le montage c'est falsifié de base. Ouais, bah oui justement. Et bon là, en fait comme tous les trucs extrêmes, t'en arrives au fait qu'il faut rien faire parce que c'est pas pur, tu vois, genre, ça a pas de sens. C'est ça, la recherche de pureté absolue. Mais tu vois, tu peux avoir une pureté dans l'intention. Et ça, la pureté dans l'intention, elle est dans le fait de tout le temps lutter là-dessus. Enfin, tout le temps ruminer cette chose, tu vois. Est-ce que je trompe les gens en mettant ma caméra sur un trépied et en passant devant, toutes ces choses, tu vois. Ouais, mais après, c'est aussi aux gens de se responsabiliser de ce qu'ils regardent. Oui, c'est sûr. Parce que se tromper comme des débiles. C'est sûr, mais tu vois, en fait, quand je fais ça, je crois pas que j'ai un souci d'être gentil avec les gens, en fait. C'est vraiment pour moi. Alors, je pense que c'est très égoïste comme façon artistique, mais c'est un égoïsme bienveillant quelque part, tu vois. Mais c'est... En fait, j'ai pas envie que ma création soit une création de trompeur, tu vois. C'est un peu ça. C'est pas que j'ai pas envie de tromper les gens quelque part. Par conséquent, ça fait que je trompe pas les gens, mais... Enfin, que j'ai pas envie de tromper les gens, mais j'ai pas envie que ma création soit une création fausse. Justement, j'ai envie de filmer, comme je disais, une vraie aventure qui soit vraiment fantastique. Et enfin bon, c'est tout. En tout cas, c'est pour ça aussi que je sais que ce que je fais a une portée artistique, parce qu'en fait, je rumine tout le temps dans ma tête des trucs de cet ordre-là, de l'ordre de l'esthétique et de qu'est-ce que l'esthétique va transporter philosophiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, même si les gens le comprennent pas ou le voient pas dans mes vidéos, c'est presque pour moi, c'est presque quand je fais mes vidéos, c'est presque un exercice philosophique. Et je me demande qu'est-ce que ça veut dire de filmer ça, qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça après ça. Puis au final, je me retrouve à mettre juste des trucs normaux les uns à la suite des autres. Genre j'hurlais, je disais, genre je faisais comme un discours de début de bataille. Je disais rejoignez-moi mes amis, en avant, tu sais, genre la guerre.
Et je désignais des ennemis, les hommes de paille. Et je disais les hommes de paille, on va les tuer. Enfin bref, comme si c'était l'ennemi, les hommes de paille. Ouais. Et bon, ça a plein de sens parce que l'homme de paille, c'est celui que tu frappes et qui ressent pas le coup. Donc tu peux le taper tant que tu veux et en fait c'est l'ennemi invincible, tu vois, l'homme de paille. Ouais. Puis en même temps ça fait Don Quichotte, c'est-à-dire c'est celui qui se bat contre un truc qui n'existe pas, tu vois, l'homme de paille c'est juste un bonhomme en paille, donc il peut rien faire. Et en même temps il y a le sens que en philosophie, l'homme de paille c'est le nom qu'on donne à un argument, c'est une façon d'argumenter qui est fallacieuse. C'est en gros c'est quand tu crées un monstre de ton adversaire, genre il a dit un truc, tu reprends ce qu'il a dit puis tu le rends monstrueux. Ça on appelle ça l'argument de l'homme de paille. C'est-à-dire que c'est une façon d'argumenter. Et genre je disais ah les hommes de paille nous allons les tuer machin et ça désignait ces trois hommes de paille en même temps, tu vois, un peu un ennemi que tu peux pas tuer, qui est en même temps un vicieux, qui argumente mal, enfin etc. Et en fait les gens ils ont surtout entendu que j'avais un ennemi, tu vois. Et j'ai eu le sentiment, alors c'est peut-être une illusion, c'est peut-être juste parce que je le sais, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu une sorte de ferveur dans mon public et qu'il y en a quelques-uns qui genre étaient à fond. Et je me suis dit, bah en fait, vraiment quand tu désignes un ennemi, tu te fais des alliés. Parce que quand tu dis, c'est ceux-là, il faut les attaquer, et bah les gens ils viennent derrière toi, ils font, ouais, on va te soutenir. Alors que c'était genre ça n'existe pas, c'était vraiment l'homme de paille, tu vois. Alors bon, ça n'a pas fait, voilà, je suis pas politicien, ça n'a pas fait des répercussions monstrueuses, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques... T'as ressenti un engouement. J'ai ressenti, alors c'est peut-être par des micro-trucs, des commentaires, des machins, j'ai ressenti une ferveur se mettre en place. C'était... On allait les avoir, ces fichiers hommes de paille. Bah, je dis que c'est complètement fou les chemins de fourmis. Parce qu'elles nettoient le sol. Donc elles font vraiment un chemin sur le terrain. Et quand toutes ces fourmis là vont mourir parce qu'elles seront trop vieilles, le chemin il sera toujours là, utilisé par leurs descendants. Et ça ressemble à ce que nous on appelle la culture. Et ça je l'ai déjà tellement dit en vidéo qu'il faut que je rajoute un truc. Tu vois, elles font un chemin, c'est-à-dire que... En fait elles ont un point d'importance qui est là-bas, qui est une fourmilière, puis un autre point d'importance qui est là, qui est une autre fourmilière. Donc on peut difficilement dire dans leur tête, mais dans leur conception du monde, il y a des points importants. Et du coup, elles tirent des traits entre les points. Ce qu'on appelle le pathfinding ou la recherche de chemin. Elles cherchent des chemins optimisés. Et ce qui est fou avec ça, c'est que nous, on fait la même chose. Nous, on a un langage pareil. Notre façon d'organiser le monde, on dit ça a de l'importance, ça a moins d'importance, ça a de l'importance. Et on tire des traits entre les choses. Et les fourmis font pareil. Ce qui veut dire que quelque part dans leur façon de concevoir le monde, dans leur façon de structurer les choses dans le monde, eh ben elles sont comme nous. Ce qui est fou, mais en même temps c'est pas étonnant parce qu'elles vivent dans le même monde que nous. Mais c'est fabuleux parce que du coup ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à du langage ou des concepts qui sont similaires pour les fourmis et pour nous. Et ça c'est fou. À leur échelle, la pluie c'est ultra collant, avec la capillarité et tout. Enfin, l'eau à leur taille, c'est super collant, donc c'est dangereux pour les fourmis. Collant, tu dis? Bah, en fait c'est... ouais, c'est collant. En fait, si une fourmi, si elle touche une goutte d'eau, tu vois, la goutte d'eau elle est ronde comme ça. Ouais. Si elle est ronde, c'est par différents phénomènes physiques, je crois, notamment la capillarité et la tension de surface, je crois, des trucs comme ça. En fait, qui fait que nous on voit l'eau comme un liquide, mais à plus petite échelle, genre elle remonte sur les bords des verres, ou elle fait des gouttes, tu vois. Ouais. En fait, si une fourmi elle touche la goutte, bah, elle va coincer dans aspirer dans la goutte. En fait, la force qui fait que la goutte reste ronde va bloquer la fourmi, enfin peut bloquer la fourmi. Du coup, elles aiment moins travailler quand tout est mouillé. Si elles bougeaient pas, on pourrait avoir leur visage, tu vois, cadré correct. Mais ça bouge trop et en plus moi je bouge et elle bouge. Là, niveau récurrence, je suis en train de te filmer, regarder l'écran gros. C'est trop cool. On va faire exploser le monde. Il va tourner sur lui-même comme une toupie.
Bah, je sais pas si elles ont la capacité de se dire ça, mais je pense que de leur point de vue, on a l'air vachement instinctif et animal, tu vois. Genre on passe comme ça, on sait pas trop ce qu'on fait, on marche. Puis voilà, puis elles ont aucune idée de ce qu'il y a derrière notre activité, tu vois. Bah peut-être qu'elles remarquent qu'on est très invasif, je sais pas, d'une certaine manière. Ouais, mais un peu... Je pense qu'elles nous voient comme nous, on voit une vache, tu vois, qui est là, on sait pas trop ce qu'elle fait, elle broute. Tu vois, on se dit eh bah, c'est que des instincts, c'est que des réflexes, quoi. Elle construit pas un monde mental dans sa tête, elle a pas de projet ou de machin. Mais je pense qu'on se gourre, enfin pas qu'on se gourre, mais je pense que les fourmis nous perçoivent comme ça. Et que nous, on perçoit les fourmis, on se dit, ah bah, c'est purement instinctif, elles font des chemins, c'est purement des réflexes et tout ça. Puis je pense que tout ça, en fait, c'est exactement similaire pour l'homme et la fourmi. Par contre, je dis pas que la fourmi a aussi autant poussé son cerveau que l'homme, notamment dans l'abstraction. J'ai du mal à voir où elles sont aussi poussées que l'être humain dans les capacités d'abstraction, parce que nous, avec notre langage, notre art et tout ça. Mais là encore, peut-être qu'il y a tout un pan de l'activité des fourmis qu'on ignore totalement, tu vois. Sûrement, ouais. Genre dans le langage, on sait pas, le langage chimique, comment ça peut être poussé. Alors de là à dire que les fourmis ont de la poésie ou je sais pas quel type d'activité très abstraite, mais n'empêche que chimiquement elles arrivent à tracer des chemins. Alors bon, le chemin c'est vraiment pas le truc le plus abstrait, mais ça demande quand même certaines conceptualisations du monde. Donc ça ressemble à une civilisation. Bah, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles civilisations? On fait de l'archéologie. Donc je me suis dit, en fait, tu peux faire de l'archéologie des fourmis. Et tu vois, là, il y a une forme. Là, qui se suit. Mais bon, à la caméra, ça, tu vas rien voir avec le contraste. C'est vraiment un truc, je pense, à l'œil, on perçoit plus ou moins. Je vais essayer de suivre comme ça, on va voir si on... À l'œil, on perçoit plus ou moins qu'il y a une sorte de changement dans le terrain, tu vois. Et tu vas voir, là, ça traverse là ce buisson. Et on voit qu'il y a une... on sent... Alors, oui, on sent... Est-ce que toi tu le vois? Parce que moi il me semble que je le vois mais... Oui, je vois quelque chose, mais ça peut être des fourmis, ça peut être autre chose. Oui, ça peut être autre chose, je suis d'accord. Ça peut être autre chose. Mais on voit un chemin. Je le vois clairement. Mais ouais. tu vois, il y a une... Mais ça se trouve c'est un passage d'une souris qui emprunte ça tous les jours et donc c'est un chemin de souris. Mais... Ouais, moi j'ai plus pensé à ça. Hein, mais moi je suis pas... C'est possible que ça soit une civilisation antique de fourmis. Ça c'est possible aussi, mais en fait je ne sais rien, tu vois. Tout est possible. Ça peut être aussi un mini-cerf. Un tout petit cerf. Un tout petit cerf.